Alors, à l'époque de Jules César, vous le savez peut-être Claude, mais les Gaulois étaient déjà connus pour leur exportation de charcuterie. Chers amis, nous sommes bonsoir, bonsoir Guy. Bonsoir Claude. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cet épisode où Guy est particulièrement en forme ce soir et nous On allons, verra, on verra, on on, verra, on verra, on verra. Bon, on verra, on verra. il n'y a pas de souci, je te fais confiance. Chers amis, l'épisode d'aujourd'hui va être consacré uniquement à des informations sur la cuisine, la gastronomie en Belgique et en France, n'est-ce Et pas, en Guy? France, voilà, tout à fait. Et il faut reconnaître que l'actualité ne nous laisse pas un seul instant de répit parce que nous n'enregistrons pas ni tous les jours, ni même toutes les semaines. Donc forcément, il y a 2 semaines maintenant que nous n'avions plus Oui, enregistré. Et puis quelquefois, on avait déjà dû postposer des informations parce qu'on ne peut pas parler de tout tellement il y en a. oui, Et puis en 15 jours, il se passe aussi plein de choses quelquefois. Donc nous allons parler d'actualité, même si absolument. cette actualité est un peu datée, mais comme nos auditeurs ne nous écoutent pas forcément au fur et à mesure, ce n'est pas très, très important. Nous allons donc aborder ces sujets-là, avec un Absolument. léger différé, mais ce Tout n'est pas à très fait. grave en soi. Alors, pour le premier sujet que tu souhaites aborder, Guy, c'est le concours du Prosper Montagnier. Ah, le concours du Prosper Montagnier. Alors je rappelle un peu, je dirais, qui est ce fameux Prosper Montagnier, parce que Oui. c'est bien de dire il y a un concours Prosper Montagnier, mais qui est Prosper Montagnier? Alors Prosper Montagnier était un gastronome français. Mhm. Et la Belgique, depuis plus de 70 ans, je crois que c'est 72 ans maintenant, a créé un concours qui peut être, je dirais, l'équivalent du meilleur ouvrier de France. À la seule différence près, c'est qu'il peut y avoir chaque année plusieurs meilleurs ouvriers de France Oui, dans un métier particulier, parce que meilleur ouvrier de France, ce n'est pas uniquement pour les cuisiniers, tout à évidemment, fait. c'est pour les photographes, les rieurs, les menuisiers, Oui, il y les a tous les métiers forgerons. quasiment sont Oui. sont représentés. Ici, le Prosper Montagnier se consacre exclusivement à ce qu'on appelle la cuisine, la gastronomie, la salle et la sommellerie, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a quatre, et le barman peut-être aussi. Hum. Donc il y a quatre grandes, disons, subdivisions, mais il est clair que c'est, je dirais, le concours de cuisine qui est le plus important, qui est le plus connu peut-être. Et j'ai assisté un jour à ce concours lorsque j'étais moi-même élève en école hôtelière, où il y avait le concours dans l'école où je me trouvais. Bon, moi, je savais évidemment pas trop ce que c'était. Si, on m'avait expliqué que c'était un concours, mais enfin, je vais dire que quand on est encore tout jeune élève, qu'on est en train d'apprendre son métier, à part ça, on se dit, ben tiens, oui, il y a un concours et on regarde un peu ce qui se passe, mais enfin, de loin. Il ne faut pas déranger les candidats. Alors, je reviens donc au lauréat. Alors, c'est un tout jeune lauréat qui a remporté la coupe cette année-ci, qui s'appelle Piet van de Casteel. Alors, pour dire un petit peu, je dirais ce que ce nom veut dire en français, parce que ça c'est du flamand, mais c'est son nom. Donc, Piet c'est Pierre, hein, et alors Van de Casteel, ça veut dire du château, parce que Casteel c'est Oui. un château. Hum. Donc, c'est Pierre du château, si on voulait le traduire en français, mais on ne le traduit pas évidemment. Donc, c'est lui qui est le lauréat 2023. Donc, ben voilà, ce concours, on vous donnera tous les liens Oui. possibles et imaginables. Donc, je vais vous donner un petit peu l'information concernant le produit qu'il a dû traiter. Alors, il y a, en fait, ce n'est pas un seul plat, hein, il y a plusieurs plats à réaliser. Et alors, c'était du chevreuil belge avec des chicons de pleine terre. Donc, les chicons, c'est ce qu'on appelle en France Les les endives. endives de Bruxelles. Oui. Alors, pour expliquer un petit peu pourquoi de pleine terre, parce que on peut les cultiver de deux manières. Alors, je rappelle peut-être pour ceux qui ne sont pas trop au fait de la chose, le chicon, qu'est-ce que c'est? C'est une repousse. C'est une repousse qui se produit sur une racine de chicorée. Donc, dans un premier temps, on va semer en tout cas des chicorées, des graines de chicorée qui vont donner
à la fois une racine et un feuillage au-dessus de cette racine. Alors ce sont les mêmes, je dirais les mêmes chicorées que celles qui vont être par la suite, enfin, quand je dis les mêmes, c'est la même plante en tout cas, que les chicorées qui vont être torréfiées et qui servent à mettre des grains de chicorée dans le café, voire à réaliser la boisson uniquement à partir de chicorée, hein. Mmh. Soit chicorée pacha, chicorée leroux, ricorée, et cetera. Donc Mmh. ça se fait à partir des racines qu'on va ensuite, bien sûr, récolter, qu'on va effeuiller, qu'on va sécher et qu'on va torréfier, puis qu'on va moudre plus ou moins gros. Il n'y a qu'une chose, c'est que il est tout à fait interdit d'utiliser à la fois, les racines pour faire des chicons et pour faire de la chicorée à café, je dirais la chicorée qu'on boit sous forme de boisson. Donc on doit choisir c'est l'un ou c'est l'autre. On ne peut pas utiliser, je dirais les racines pour les deux choses, Mmh mh. quoique Mmh. techniquement ce soit possible, hein. Mmh. Alors, on a découvert, je dirais la deuxième repousse, à Bruxelles, hein, il y a déjà maintenant, 1 siècle et demi à peu près, hein, c'était au 19e siècle. Et en fait, ça s'est passé comment? Eh bien, quelqu'un avait entreposé dans sa cave, dans un endroit où il y avait donc, à la fois de l'humidité, de l'obscurité, une certaine, température, je vais dire, d'une bonne dizaine de degrés. Quelqu'un avait entreposé, des racines donc des racines de chicorée et puis ces racines, profitant à la fois de l'humidité, de la douceur, et cetera, se sont mises à repousser une deuxième fois. Donc elles avaient déjà poussé une première fois en pleine terre et là, elles ont repoussé et elles ont fait ce qu'on appelle le chicon, c'est-à-dire Mmh. cette espèce de d'excroissance blanche. Blanche, pourquoi? Parce que poussant dans l'obscurité, la fonction chlorophyllienne de la plante n'a pas lieu Oui. et cette repousse, qui se fait au détriment de la racine évidemment, Mmh. cette repousse donne cette espèce de chicot, hein, donc une espèce de dent blanche finalement, qui va donner donc le chicon en français de Belgique, qui va donner le witlof, ce qui veut dire feuille blanche en flamand ou en néerlandais, et qui va donner ce qu'on appelle l'endive de Bruxelles à Paris. Alors, lorsque les premières caisses, les premiers cajots de cette fameuse chicorée sont arrivés à Paris, aux Halles, on a demandé: «Beh, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là?» Et alors quelqu'un qui ne savait pas trop n'a pas dit: «Ce sont des chicons» parce qu'on les appelait comme ça en Belgique, a dit: «Ce sont des endives de Bruxelles» et le nom est resté, c'est qu'en France, le chicon, à part dans le Nord, est surtout connu pour être donc l'endive de Bruxelles. Alors, la culture traditionnelle s'effectue en terre, donc dans des bacs qui contiennent du terreau, dans lesquels on va ranger ces fameuses racines les unes à côté des autres. On va soumettre après à une température et une humidité particulières qui font que justement la plante va germer, va regermer, va pousser, hein, et puis on va la récolter. Ce qui coûte d'ailleurs extrêmement cher en énergie actuellement parce que Sans doute. ça se fait dans des, je dirais, dans des conditions, ça ne se fait plus dans des caves, hein, ça se fait dans des, Mmh. je dirais, dans des ateliers spéciaux, climatisés, humidifiés, réfrigérés, enfin maintenus à Mmh. bonne température. Et alors, on a découvert qu'il y avait moyen de faire, fructifier la fameuse racine de chicorée, non plus en mettant de la terre ou du terreau, mais en mettant tout simplement un liquide nutritif, hein, sous forme de ce qu'on appelle de l'hydroponie, c'est-à-dire, on fait pousser les racines de chicorée, on les fait fructifier, on les fait repousser une deuxième fois, en leur donnant des nutriments véhiculés par de l'eau qui voyage dans des Mmh. canalisations et Oui. la grosse majorité des chicons actuels sont produits de cette manière-là. Ah oui, Alors ça veut dire il y a plus de il y a plus de d'endives de terre? c'est-à-dire que lors de la deuxième pousse évidemment, hein, lors de Oui, la pour la première deuxième évidemment, pousse, on va oui. bien sûr les semer en terre et lors de Ah la oui, deuxième pousse, d'accord. Ouais. il y en a de moins en moins qui s'effectuent, je dirais en terreau ou en pleine terre. Ah ouais. Alors les détracteurs vont dire: «Oui, mais ce n'est pas aussi bon parce que c'est un peu artificiel. D'ailleurs à la cuisson, elles tiennent moins bien, il y a beaucoup moins de cellulose, elles ont un moins bon goût». Enfin bon, Mmh. mais malgré tout, le prix est quand même attractif. J'en ai encore acheté tout à l'heure. On est aux environs de, bon, allez, il faut compter 2 €, entre 2 € et 2,50 € le kilo. Les avoir à moins de 2 €, c'est lorsqu'il y a une promotion particulière. Sinon, on va compter 2,50 € le kilo. Je suis persuadé qu'en France, c'est plus cher. Alors bon, Marc, avec lequel j'avais effectué les premiers épisodes de Parler Cuisine, me disait qu'en Angleterre, on les vendait à la pièce, voire 2 par 2 et que ça coûtait très cher. Ah Bon, en oui, Belgique, on les trouve encore en caisse de 5 kilos quand on va chez un maraîcher, hein, qu'on veut une ouais. caisse complète. On a une caisse complète évidemment, Mmh. on a une caisse complète,
je dirais, pour à peu près 5, 6 euros, 7 euros la caisse de 5 kilos, hein, donc c'est Oui, dire que, oui, oui, voilà. Donc, chicon de pleine terre, c'est un chicon qui est qualitatif et qui est, je dirais, prisé par les grands restaurants. Ils vont prendre un chicon de pleine terre. Alors, donc ça, c'était le thème de cette année. Alors l'année prochaine, non, il y a eu déjà un autre candidat. Je vois que pour 2024, c'est Cédric Van der Elst qui lui a traité de la caille farcie et riz de veau. Donc en fait, on désigne, comme je comprends le système, on désigne en 2023 le lauréat de 2024, celui qui va être consacré comme étant le meilleur chef de 2024. C'est un peu finalement comme Miss France, hein. oui, On fait le concours l'année antérieure, mais c'est la mise de l'année qui suit en réalité. oui, oui. Donc voilà un petit peu je dirais la manière dont fonctionne le Prosper Montagnier. Et alors dans Mhm. la liste des lauréats que vous verrez, eh bien nous avons une vieille connaissance N'est-ce pas? en 2020. Voilà, j'attendais de pouvoir intervenir pour dire Voilà, que nous avons eu le bonheur de dîner chez un lauréat de ce concours Prosper Montagnier qui est Nicolas Tourné tout à fait, en 2020. en 2020. Et, on avait superbement mangé, dégusté, on peut dire, hein, plus que Oh, c'était un mangé. menu dégustation. Alors lui, il Oui, avait dû préparer une double côte château de porc ménapien. ouais. Alors je rappelle un peu ce que c'est les ménapiens, parce que ça ne vous dit pas grand-chose. Rien du tout. Rien du tout. Alors, à l'époque de Jules César, vous le savez peut-être Claude, mais les Gaulois étaient déjà connus pour leur exportation de charcuterie. Mhm, Hein, donc on exportait déjà à l'époque à Rome des jambons venant de Gaule. Et je dirais que les grands champions, vous savez qu'à l'époque, la Gaule était divisée. Bon, la Gaule, c'était l'entité générale, mais il y avait plusieurs subdivisions. Vous aviez la Narbonnaise, qui était la partie de la Gaule qui avait déjà été colonisée, dirons-nous, assimilée par les Romains. Hein. C'est en fait le midi de la France, ainsi que l'arc autour de la mer Méditerranée, avec des villes comme Narbonne, comme Nîmes, comme Marseille, etc. Et puis vous aviez, certains faisant encore une division avec l'Aquitaine, avec la région de Bordeaux. Puis vous aviez la Lyonnaise, qui était, je dirais, la partie centrale de la Gaule. Parfois, on faisait encore une distinction en disant il y avait l'Armorique, hein, qui était mhm, la Bretagne, très chère à Astérix. Et puis vous aviez la Gaule belgique qui occupait tout le nord et l'est de cette grande entité. Et mhm, la Belgique de l'époque, elle partait en fait des rives de la Manche, de la mer du Nord, elle s'étendait sur la Belgique actuelle, mais sur tout le nord de la France. Tout ce qui est, disons, au nord de la Seine et de la Marne, c'était la Belgique, et tout ce qui était à l'est de la Marne jusqu'au Rhin, c'était toujours la Belgique. Hein. Donc, on a mhm, perdu beaucoup de plumes dans cette histoire-là. Hein. mhm. Et les Ménapiens étaient une des tribus de Belgique. Hmm, Alors, les Ménapiens, bon, ben, c'était une tribu qui a donné du fil à retordre aux Romains, évidemment, ils ne se sont pas laissés faire, mais ils étaient connus pour avoir des élevages de porcs et pour faire des charcuteries. Donc ici, quand on dit du porc ménapien, c'est un porc qui était élevé, disons, de manière traditionnelle, un peu comme les Ménapiens, donc comme les anciens Belges de la Gaule antique, je dirais, élevaient leurs cochons. C'est un label de qualité, donc du porc ménapien. Et alors, si vous allez dans le nord de la France, vous pouvez aller à Bavay, où se trouve, je suis allé il y a à peu près un mois et demi, 2 mois, je suis allé voir le plus grand forum romain hors d'Italie, qui se trouve à Bavay. Et Bavay, Bagacum, à l'époque, c'était la capitale des Ménapiens, mhm. voilà, qui était une tribu belge. Donc les gens de Bavay actuels sont très très fiers, disons, d'être les héritiers de la Belgique antique. D'ailleurs, il y a un restaurant qui D'accord, s'appelle d'accord. le Ménapien aussi. Donc, Voilà. notre ami Nicolas a cuisiné des côtes de ce porc, de Des cette côtes de race de porc. porc ménapiens, voilà. Donc Très ça, bien. c'est pour vous donner quelques informations. Donc voilà, concours Prosper Montagnier, où il n'y a qu'un seul lauréat cuisinier, hein. Il n'y en a Oui, pas, c'est oui. l'équivalent du meilleur ouvrier de France, mais il n'y en a pas 36, ni 2, ni 3. Il y en a un seul, Tout à fait, évidemment, hein. tout à fait. J'ai découvert ce concours Prosper Montagnier parce que tu m'en as parlé, qu'on est allé dîner chez Nicolas Tournet. C'est Et ça, je ne voilà. connaissais pas du tout l'existence de ce concours. Alors depuis, évidemment, je- j'en entends parler, voilà. Mais c'était tout à fait rigolo, je ne connaissais pas du tout.
Et alors, Donc si je regarde la liste des lauréats, je tombe ici en 1973-73 sur Eddie Van Maal, qui est un autre restaurateur, qui je pense a pris sa retraite depuis, qui tenait son restaurant au nord de Bruxelles, à Wemmel. Et j'étais allé manger là-bas en 85 ou 86. Lui avait été lauréat en 1973 et il avait traité le porc et chicon à la bière, lui. Vous voyez qu'il mmh, y a des produits qui reviennent évidemment. bien Et sûr. alors, il avait commis un très, 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 très beau livre de cuisine à cette époque-là, que j'ai acheté à l'époque, hein, un très beau livre, avec des recettes qui étaient vraiment des recettes, je dirais, nouvelle cuisine et tout à fait inédites. Et il avait obtenu, lui, 2 étoiles au guide Michelin, donc Mmh, Eddie Van Maal. Et j'ai fait préparer par les élèves auxquels je donnais cours à cette époque, des recettes donc d'Eddie Van Maal, mmh, qui avait donc commis ce livre de cuisine assez, je dirais assez novateur pour l'époque, hein. Alors d'accord. un autre grand, je dirais grand maître, c'était Claude Dupont, qui lui avait dû traiter du jambon frais en 1967. Et alors nous avons Pierre Weynants en 1965. Alors qui était Pierre Weynants? Alors Pierre, donc là c'était le canton en 65. Et Pierre Oui. Weynants, c'est le chef qui a tenu la maison appelée Comme chez soi, Place Roupe à Bruxelles, Mmh. et qui avait obtenu à l'époque de Pierre Weynants 3 étoiles au guide Michelin. D'accord. Alors il Ah vit oui. toujours, hein, Pierre Weynants, Ouais. mais il avait été donc premier cuisinier de Belgique. Alors il faut savoir que Pierre Weynants, bon, il venait d'une dynastie un peu comme les Trois Gros, hein, où le père avait fondé l'établissement dans un premier temps. Et il avait donc, en tant que fils de la maison, repris l'établissement. Ils avaient d'abord eu une première, puis une deuxième, puis une troisième étoile. Et alors, il avait d'abord été mis à l'école hôtelière où je suis allé, hein, que nous avons visité quand Mmh. tu es venu en Belgique. Mmh. Et Pierre Weynants, je crois qu'il a fait 1 an, et puis il n'est pas resté parce qu'il n'était pas fait pour des études en école hôtelière, tout simplement. Ah Voilà. oui. Oui, oui, donc il avait après été dans des maisons, comme on dit, pour travailler, mais il n'avait pas obtenu de diplôme d'école hôtelière, donc, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir 3 étoiles et Oui. d'être sacré meilleur ouvrier de Belgique. Alors, je vais encore vous parler d'un dernier lauréat de ce concours. C'est en 1956, le baron Pierre Romeyer, qui avait traité Mmh. la poularde. Alors, le baron Pierre Romeyer, c'est un personnage qui n'était pas baron initialement, il est décédé maintenant, hein. C'est donc un cuisinier qui a aussi gagné donc le prix Prosper Montagnier, donc premier cuisinier de Belgique, en 56. Et puis en 58, il y a eu la fameuse exposition universelle de Bruxelles. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, bien C'est sûr, mais l'exposition au cours de laquelle on a construit l'atomium, hein, qui est toujours là et absolument, que que nous avons vu, hein, nous nous avons sommes vu, passés en nous sommes dessous, nous avons fait passés des devant. photos. Oui. Voilà. Donc Pierre Romeyer avait été désigné comme étant le cuisinier. Donc ça, c'était 2 ans plus tard, après avoir été meilleur cuisinier de Belgique, hein. Mmh. Il avait été le cuisinier de la maison, comment dirais-je, où on recevait tous les hôtes de marque. Les rois, les reines, les empereurs qui venaient visiter, enfin les stars, etc. Et alors ça se faisait où? Ça se faisait dans un endroit qu'on appelle le Belvédère. Alors le Belvédère, c'est une grosse villa, très très grosse, hein, c'est un petit palais, dirons-nous, qui se trouve à Laken et qui se trouve à peu près en face du palais royal que nous avons vu, du palais de Oui, Laken. Et absolument. alors c'est la résidence, en fait, actuellement, de l'ancien roi des Belges, Albert II, et de son épouse, la reine Paola. Mmh. Donc, c'est au Belvédère. Mais à l'époque, le baron Moens de Fernick, qui était le directeur de l'exposition de Bruxelles 1958, tenait là-bas son quartier général. Donc, c'est là-bas que se retrouvaient pour manger le midi, le soir, toutes les personnalités importantes qui débarquaient à l'exposition de Bruxelles de 58. Et c'était Pierre Romeyer qui était le cuisinier attitré des événements. Donc, il se trouvait donc au palais du Belvédère, là où on recevait toutes les personnalités Mmh. importantes Mmh. qui venaient visiter l'exposition. Et puis après, il a ouvert sa maison de bouche dans Mmh. la banlieue de Bruxelles, en pleine forêt de Soignes. Je suis allé manger chez lui, donc à l'époque où il travaillait toujours. J'ai mangé du canard d'ailleurs, je m'en rappelle très très très, très bien. Et j'ai bu ce jour-là un vin extraordinaire qui est un vin blanc, qui est la plus petite appellation française en AOC.
Alors, je Ah, suis en train d'essayer de me rappeler du nom. Ce serait le château Griès, si mes souvenirs sont bons, oui, qui oui. est un vin blanc de Côte-du-Rhône. Oui, c'est ce que Voilà, j'allais dire. et Oui, je c'est l'ai un bu peu. là-bas. Je l'ai Ah, bu d'accord, d'accord. chez Romeyer. La Oui. maison n'existe plus. Elle a été revendue de son vivant. Il l'a revendue, en fait, hein, parce que Hmm. sa fille, et je crois qu'il avait un fils également, ne souhaitait pas reprendre la maison. Elle a été revendue à des Japonais qui finalement, l'histoire, il l'a revendue très cher, hein, et Hmm. l'histoire a Tournez tourné court. à rien et voilà, ça n'existe C'est plus, tout dommage, c'est simplement. C'est dommage, dommage. dommage. Maintenant, il est décédé. Donc voilà, c'est vraiment un concours où, je dirais, arrive toute une série de noms connus comme ça, qui Mhm. par la suite vont, je dirais, D'accord, vont ok. prospérer et Bon, vont faire très bien. parler d'eux, bien entendu. Alors, venons, passons la frontière et venons en France, à Arras, pour ce championnat du monde de la frite. Eh oui, Arras, et Arras n'est pas une ville anodine dans cette histoire-là, hein, Claude. Non, On en a non, longuement discuté pour préparer voilà, cette émission. absolument. Alors, Arras est une ville du nord de la France, c'est une ville, je dirais, flamande d'origine, hein, Oui, et elle a vu également la naissance d'un personnage dont on a déjà parlé, mais que nous allons quand tout à même fait. réévoquer, je pense. C'est Oui, Charles de l'Écluse. absolument. Charles de l'Écluse, dont le nom latinisé par la suite est Carolus Clusius. Alors, D'accord. Charles de Prof, l'Écluse est un véritable personnage, oui, je dirais, c'est un peu l'équivalent d'un Léonard de Vinci dans son domaine, si on peut dire, hein. oui, Non oui. pas dans le domaine des arts, mais dans le domaine des sciences Hmm. et de la botanique en particulier. Donc, il était né en 1526. Euh, il est mort en 1609 à Leyde, qui est actuellement une ville des Pays-Bas actuels. Il était à la fois médecin et botaniste, flamand, parce que Arras était une ville flamande, mais de langue française. Alors, je signale également qu'à cette époque, la ville d'Arras, ainsi que tout l'Artois, faisait partie, non pas de la France, hein, c'était plus tard que Louis XIV a fait main basse sur je dirais, sur le nord de la France actuelle, mais à cette époque-là, c'était partie intégrante de ce qu'on appelait les Pays-Bas, qui deviendront les Pays-Bas espagnols, qui étaient les Pays-Bas bourguignons, et en 1526, nous sommes en plein dans le règne de Charles Quint, donc l'empereur Charles Quint, qui a régné à la fois sur les Pays-Bas, mais également sur le Saint-Empire romain germanique, et également sur la péninsule ibérique, et également sur les possessions américaines que Christophe Colomb avait Hmm. découvertes pour le compte de l'Espagne. Donc Charles Hmm. Quint était un personnage, je dirais, sur lequel, sur les territoires duquel on disait que le soleil ne se couchait jamais. C'était le monarque le plus important Hmm. du XVIe siècle, le grand rival de François Ier, qui aurait voulu aussi être, il avait aussi essayé d'être empereur du Saint-Empire romain germanique, mais c'est Charles Quint qui y a été. Bon, il avait un petit peu d'avance parce que son grand-père avait été l'empereur également, c'est l'empereur Maximilien. Bon, donc c'est un peu logique. Toujours est-il que notre ami Charles de l'Écluse va naître donc à Arras, et il va populariser plus d'un siècle avant Parmentier, je dirais, la culture de la pomme de terre. Hmm. C'est la raison pour laquelle, dans tout ce qui est le Saint-Empire romain germanique et la Belgique actuelle, la pomme de terre a été cultivée bien plus précocement qu'en France et va être utilisée bien plus précocement qu'en France. Alors, de là à dire que c'est parce que les pommes de terre étaient connues chez nous, hein, certains disent, mais bon, on faisait déjà des frites en Belgique, dans la vallée de la Meuse, hein, à une époque où la France ne connaissait pas encore la pomme de terre. Il y a toujours cette querelle. Bon, apparemment, on Oui, a l'air de dire que maintenant, ce serait du côté du Pont-Neuf à Paris que les pommes de terre sont passées en friteuse pour la première fois. Bon, certains historiens, comme Georges Gérard en Belgique, disent oui, mais bon, moi, dans ma famille, hein, il faut en retrouver des écrits en disant que dans la vallée de la Meuse, donc du côté de Namur, lorsque le gel prenait la Meuse, on ne savait pas pêcher du menu fretin, et que les gens qui cultivaient déjà de la pomme de terre avaient pris l'habitude de la couper en petits morceaux en forme de poisson et la passer en friture parce qu'ils n'avaient pas de poisson à mettre en friture à ce moment-là. Donc il y a ah toujours oui, il y a toujours un intéressant. petit peu cette histoire-là, je dirais, qui n'est pas une querelle, mais Oui, qui oui, enfin, historiquement, bon, hmm. voilà, interpelle au minimum. Alors bon, on dit qu'en France, bon, on a inventé les pommes Pont-Neuf à l'époque, donc sur le Pont-Neuf à Paris, d'où leur nom. Hmm. Et puis en Belgique, on dit oui, mais bon, nous autres, on a des traces que en telle année, bien avant, on faisait déjà des fritures de pommes de terre en forme de petits poissons.
hein, et que c'est l'ancêtre des frites. Enfin, voilà. Donc, mais revenons un petit peu à notre ami Charles de Lécluse, parce que finalement, on se dit, mais pourquoi a-t-on créé ce concours mondial de la frite à Arras et pas à Lille, par exemple, qui est une ville Oui. plus importante et qui aurait peut-être été plus judicieuse, je n'en sais rien, mais enfin, Mhm. à Arras, pourquoi? Eh bien, parce que donc est originaire d'Arras, le fameux Charles de Lécluse. Alors, Charles de Lécluse, il va naître à Arras, mais il ne va pas y rester très longtemps, hein. Il va faire, c'était vraiment ce qu'on appellerait un pic de la Mirandole, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir énormément de cordes à son arc. Il va d'abord aller étudier à l'université de Gand, hein, et puis à celle de Wittenberg, qui est donc en Allemagne. Il va également, je dirais, devenir un humaniste, un réformateur protestant. Il va étudier la médecine, il va étudier la botanique. Il va faire des études parce qu'il va être le secrétaire d'un médecin qui s'appelle Guillaume Rondelet, qui va l'héberger chez lui, avec lequel il va donc apprendre la médecine. Il va également traduire en français un herbier extrêmement important qui est l'histoire des plantes. Il traduit en latin le colloque des simples. Les simples, je rappelle ce que c'est, ce sont des plantes médicinales qu'on cultivait essentiellement dans les couvents, dans les abbayes, etc. Mhm. Il va également côtoyer l'empereur Maximilien II en 1573, qui va le nommer médecin de la cour et responsable du jardin impérial. Bon, ce n'est pas rien. Mhm. Grâce à cela, il va voyager dans toute l'Europe, il va aller dans plusieurs villes, hein. Il va aller à Lyon, il va aller à Francfort, il va aller à Strasbourg, à Anvers, même à Londres, hein. Et là-bas, il va se livrer à toute une série d'études. Il va réunir toute une série de végétaux, parce qu'évidemment, nous sommes là au XVIe siècle, et qu'est-ce qui se passe au XVIe siècle? Même en Angleterre, les gens commencent à explorer le monde, hein. Donc, il n'y a pas que les Espagnols ou les Portugais qui ont pris leurs navires et qui sont allés un peu partout. Il y a également, bien sûr, les Français, mais il y a également les Ouais. Anglais. Donc, on botanise énormément au XVIe siècle, et même plus tard, mais on va botaniser, on va donc ramener toute une série de plantes des nouveaux territoires conquis, et Charles de l'Écluse va les étudier. Alors donc, qu'est-ce qu'il va faire notre ami Charles de L'Écluse? Il va également s'occuper des tulipes aux Pays-Bas, hein. C'est le moment où la tulipe commence à devenir vraiment, comment dirais-je? Vraiment un sujet de passion aux Pays-Bas, avec toute une, je dirais toute une guerre de la tulipe, mais je n'ai pas le temps d'en parler aussi. Oui. Aujourd'hui, je vais essayer d'aller vite en disant simplement que la tulipe va faire l'objet de spéculations, que les cours vont augmenter de manière fulgurante en ce qui concerne les oignons de tulipe, et puis à un moment donné, ça va s'effondrer et des gens vont y perdre des fortunes considérables. Voilà un petit peu Mhm. ce qu'on peut en dire. Alors, il va également aller passer 14 années à Vienne, hein, puisque c'est là-bas que réside l'empereur Maximilien II. Et puis après Vienne, ben, il va revenir. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va encore passer par l'Autriche. Il va de nouveau aller en Espagne. Il va étudier la flore de l'Espagne. Il va aller au Portugal. Il va aller également en Hongrie. Et ce sera un des premiers, si pas le premier mycologue, je dirais, scientifique Mhm. euh, d'Europe. Il Ouais. va étudier également les champignons, essentiellement en Hongrie, hein. Il va donc recenser 105 espèces de champignons dans ce pays-là. Alors la Hongrie faisait également partie du Saint-Empire romain germanique. Et il va déterminer que sur ces 105 champignons, disons, qu'on va trouver en Hongrie à cette époque-là, 45 sont comestibles, hein, Mhm. voilà. Mhm. Très bien. Donc voilà notre ami Charles de L'Écluse, à tout ce qu'il va faire, hein. Et donc c'est vraiment, je vous invite tous et toutes à jeter un petit coup d'œil sur la page qui lui est consacrée tout simplement sur Wikipédia, qui est vraiment une bonne source d'information. Et alors il va mourir en 1609 à Leyde, Leyde qui est une ville actuellement aux Pays-Bas. Et on connaît malheureusement trop peu Charles de L'Écluse, par exemple, alors que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, tout simplement, parce que Ouais. il a effectué, je dirais, un travail de compilation. Il va publier à peu près une quinzaine d'ouvrages pendant toute sa carrière professionnelle. Et on va encore publier des ouvrages après sa mort. Par exemple, on va publier, je vois dans la liste ici, un ouvrage va être publié en 1630 alors qu'il était mort en 1626. Donc on va vraiment publier toute une série de choses sur les travaux donc de Charles de L'Écluse. Et lui va en publier évidemment énormément de son vivant. Il va entre autres publier un ouvrage à Anvers, qui était le centre mondial de l'imprimerie à cette époque-là, à l'imprimerie de Plantin. Alors Plantin, pour donner un petit peu d'informations également, quand vous viendrez en Belgique, je l'espère, nous visiterons l'imprimerie Plantin à Mhm. Anvers, qui est restée telle qu'elle était
je dirais au XVIe siècle. Elle a conservé, toutes les Toutes les presses, machines, les toutes les presses, machines de l'époque. C'est dans un bâtiment, je dirais authentique, hein, d'accord. et c'est le s alors elle est classée, c'est une imprimerie, c'est le seul musée, privé qui soit classé patrimoine mondial de l'humanité. Mmh. Tellement il est extraordinaire. Il y a toute une série de caractères d'imprimerie, qui sont présents et qu'on ne retrouve que là, par exemple, et je Mmh. pense qu'il y a là-bas également 2 bibles de Gutenberg. Alors, Mmh. quand on va, à Washington, où je suis allé à la bibliothèque nationale américaine, les Américains sont tout fiers de vous montrer une des bibles de Gutenberg qui se trouve sous verre. Évidemment, on ne peut pas la la Mmh. consulter, on ne peut faire que la voir, mais je pense qu'à Anvers, là-bas, chez Plantin, il y en a 2. Donc, Oui, c'est dire, l'importance de l'imprimerie. tout à Et fait. donc notre ami, Charles de Lécluse publiait chez Plantin. Alors Plantin, c'est un nom francophone, c'est un nom français. Alors ce n'est pas, anodin. Les Plantin étaient une dynastie d'imprimeurs français qui étaient de confession protestante et qui, pour échapper, je dirais, à la guerre que les Français faisaient aux protestants, est venu s'exiler donc, Oui, aux comme Pays-Bas beaucoup. espagnols et à Oui, Anvers en particulier. absolument. Donc, alors Guy, revenons à notre championnat du monde, Ah oui, il hein. y avait 4 catégories dans le Voilà, championnat du 4 monde, hein, catégories. que vous allez rappeler, Claude? Absolument, la frite authentique, la frite créative, la frite familiale et la sauce frite de l'année. Alors, je vais parler un petit peu de chacune de ces catégories. Oui, Alors, donc, il y a tout d'abord la frite professionnelle, hein. La frite oui, professionnelle était réservée aux professionnels de la frite, donc des cuisiniers, tout à fait, des la frite frituristes, authentique, oui. hein, ou des frituriers, hein, on peut dire les 2 choses. Ouais, Donc ce ouais. sont des gens qui font de leur métier, qui font de la frite leur métier et qui vendent des cornets ou des portions frites avec des sauces. Alors vous avez évidemment, je dirais les meilleurs, ce sont dans cette catégorie-là qu'on va les trouver. Ils vont normalement cuire la frite à la belge, c'est-à-dire en 2 cuissons, De hein, parce cuisson. que, c'est important pour faire une bonne frite. Il y a même certains qui font 3 cuissons, hein. Bon, j'ai vu des recettes avec 3 cuissons, dont éventuellement une première cuisson à l'eau, ça existe également, Ah oui, hein. oui, Mais il y oui. a en tout cas une première cuisson. Alors d'après un expert, qui donnait son truc, non pas à l'occasion du concours, mais que j'avais vu dans un petit clip sur YouTube, il paraîtrait que la première cuisson doit se faire à une température précise de 142°. Alors vous allez me dire: «Oui, mais bon, comment fait-on pour faire une température aussi précise que ça, au degré près?» Mais il faut avoir évidemment, heu, je dirais une installation professionnelle, hein, Absolument. qui est généralement, alimentée au gaz, parce que le gaz permet une Mm, chauffe extrêmement rapide, extrêmement précise. Il faut un thermostat évidemment qui fonctionne, et il mm. paraît que la première cuisson doit se faire à la température précise de 142°. Alors bon, quand on est chez soi, évidemment, on Oui, règle sa friteuse électrique sur 140°, et puis quand on plonge les frites dedans, ça retombe tout de suite à 115°, et puis, ça oui. remonte, bon voilà. Mais les professionnels, évidemment, travaillent également en pleine friteuse, c'est-à-dire ils n'ont pas des paniers comme la ménagère, hein, le Oui. cuisinier amateur. Ils travaillent dans des bacs, je dirais, qui ressemblent à un peu des bacs où il y a 15-20 litres d'huile, hein, Mm, et mm. qui ont le fond arrondi, hein. Alors le corps de chauffe, qui peut être électrique, mais qui est souvent au gaz, se trouve en dessous. Et puis ils versent le seau de frites carrément dans le bain d'huile, Mhm, et mhm, il le remue avec une grande araignée, hein. Une araignée, cette ouais. espèce de, ce n'est pas une écumoire, une araignée, hein. Mhm, mhm. C'est, disons, une espèce de, je veux dire, d'écumoire, mais Oui, avec des fils, et non pas avec des avec, fils, oui, très larges, de manière à très laisser large, avec des vraiment fils, et passer non pas avec je des dirais, une trous. palette perforée, hein. Donc Oui, oui, c'est vrai. Oui. ce sont des instruments qui permettent de bien brasser je Mm. dirais, les frites pour qu'elles soient colorées, qu'elles précuisent en tout cas uniformément. Et puis, comment voit-on quand les frites sont précuites et sont suffisamment cuites? Quand on prend tout simplement, il y a la couleur bien sûr Mhm. qui est très légère, mais il y a aussi le fait qu'on puisse écraser la frite entre les doigts. Alors Mm. si elle est tendre quand on l'écrase, eh bien la frite est cuite pour la première cuisson en tout Oui, cas. oui, ouais. Et puis après, on va la repasser dans un autre bain, pour la dorer cette fois-là et la réchauffer, parce qu'entre-temps, la frite va refroidir et va reposer, je dirais, sur l'étal qui se trouve au-dessus de l'installation des frituristes. La frite va reposer et va refroidir, mais il faut bien sûr la réchauffer et la colorer. Donc elle repasse dans un deuxième bain,
et cette fois-là, une température d'au moins 180 degrés. Alors la loi maintenant, je pense qu'elle impose que ce ne soit plus qu'à 175 degrés Ah oui, pour des raisons de dégradation de l'huile. ah Mais en oui. réalité, il faut reconnaître que les belles frites, c'est 180, même 185 degrés. Ben voilà, Alors, bon. on parle huile ou si on parle graisse de Alors, bœuf? en Belgique, c'est de la graisse de bœuf. Voilà, hein, parce que tu Alors, parles c'est de la d'huile, graisse de mais bœuf, mais c'est de la graisse de bœuf auquel on ajoutait traditionnellement un tout petit peu de graisse de cheval. Ça ah c'est le oui. secret. Graisse de bœuf, alors vous avez 2 types de graisse de bœuf. Ma grand-mère faisait des frites extraordinaires que je n'ai plus jamais été capable de refaire pour une raison toute simple, c'est qu'elle achetait parce qu'on vendait à l'époque chez les bouchers, dans les boucheries, je dirais familiales tout simplement, on Mmh. vendait des tubes en papier de graisse de bœuf. Alors il y avait des tubes que le boucher fabriquait lui-même, hein. Donc il découpait donc, de la viande de bœuf, mais quand on dit du bœuf, c'est générique. C'était aussi bien du taureau que de la vache, bon. Oui, oui, oui. Donc il découpait donc des viandes, il récupérait les graisses et puis dans une énorme marmite, il les faisait fondre tout doucement Mmh. et ensuite il les filtrait de manière à récupérer cette huile, hein, qui était la moins colorée possible, la plus Mmh. blanche possible Mmh. et il la mettait dans des tubes en papier, Mmh. un peu spéciaux. C'était des tubes qui faisaient 600-800 grammes comme ça, qu'il mettait sur une grande plaque. Mon oncle était boucher, donc je le vois encore faire. Et alors, Mmh. il y avait une tête de bœuf qui était imprimée sur l'extérieur du papier. Alors, Mmh. vous aviez 3 couleurs différentes. Vous aviez, de mémoire, hein, je pense que le bœuf était en bleu, le porc, pour y mettre le sein doux, était en rouge et le cheval était en vert. Ah oui, d'accord. Mais, tout en sachant qu'en principe, un boucher ne pouvait pas découper de viande de cheval dans son atelier. Mmh. Il y avait des boucheries chevalines qui ne travaillaient que le cheval Mmh. parce que la loi interdisait que la viande de cheval, qui est, paraît-il, porteuse de certains germes, puisse contaminer de la viande de bœuf. Donc, vous aviez des Ouais. boucheries chevalines où on ne vendait que, évidemment, de la graisse de cheval, et vous aviez des boucheries, disons, traditionnelles où on vendait à la fois la graisse de porc et la graisse de bœuf. Mmh. Et alors, D'accord. cette graisse-là avait le gros avantage, c'est d'être une graisse qui sentait le bœuf, qui sentait la graisse de bœuf. Elle Ouais. n'était pas désodorisée. Maintenant, si vous allez dans les grandes surfaces en Belgique, vous trouvez des marques de blanc, on appelle ça du blanc de bœuf, hein, donc ce sont des briques de 500 grammes de graisse pour la friture. Mais c'est une graisse qui a été désodorisée. Elle est blanche comme de la neige, alors que la véritable graisse de bœuf traditionnelle, elle est, disons, d'un blanc cassé, hein, Mmh. Mmh. légèrement jaune, mais à peine, hein, Mmh. et elle a un bon goût de graisse de bœuf traditionnelle. Or, les graisses qu'on vend actuellement, ce sont des graisses qui sont désodorisées. Alors, pour l'anecdote, je me suis renseigné auprès d'un des meilleurs bouchers de Belgique qui n'habite pas très loin de chez moi, et je leur ai téléphoné, donc c'était à une quinzaine de kilomètres, en disant, écoutez, est-ce que vous vendez de la graisse de bœuf traditionnelle que vous faites? Non, qu'elle m'a dit la dame au téléphone, nous n'en avons pas de demande, il faudrait allez, il faudrait que pour en préparer qu'on ait une demande de 10 ou 15 kilos de graisse, tout simplement. Ouais. Et Ouais. je dis: «C'est un peu dommage finalement», parce que c'est un des meilleurs bouchers de Belgique, hein, donc Ouais. vraiment Ouais. l'artisan qui travaille, qui fait tout à l'ancienne et qui vous fait Mmh. quasiment n'importe quelle découpe et n'importe quelle préparation. Mmh. Mmh. Mais ils n'ont pas de graisse de bœuf, sauf si on parce qu'il y a plus de demande. Pourquoi? Oui. Parce que les gens maintenant font leur cuisson des frites, souvent dans de l'huile. Ouais. Alors j'ai entendu le champion, dont nous allons reparler dans quelques instants, qui lui expliquait, qu'il faisait un mélange moitié-moitié, moitié huile végétale et moitié graisse de bœuf traditionnelle, Mmh. et que les Mmh. frites lors de la deuxième cuisson, donc celle où on va les chauffer et les colorer, se faisaient dans ce mélange-là, moitié huile végétale et moitié, Graisse de graisse de bœuf. bœuf traditionnelle pour Ouais. garder Ouais. cette particularité gustative. D'accord. Et alors le fait que ce soit à 175 degrés plutôt que 180, bon, on sauvegarde l'huile, mais On est-ce que on on évite que l'huile ne se corrompe trop rapidement et oui, surtout on évite, je dirais dans une certaine mesure, ce qu'on appelle de l'acroléine et toute une série de dégradations qui sont oui, susceptibles d'être cancérigènes, donc c'est pour ça mais est-ce qu'on que ça on ne nuit pas à la qualité et à la saveur ah beh, de la c'est-à-dire la frite? saveur peut-être pas. Ce qui se passe, c'est que comme la température est légèrement moindre, il va falloir laisser les frites plus longtemps, Un petit peu plus longtemps, un donc peu elle plus risque longtemps dans le bain. de se Alors sécher un peu. oui, l'avantage, c'est que les friteries professionnelles ont vraiment
une puissance de chauffe terrible en dessous du bain Mmh. d'huile ou du bain Mmh. de graisse, hein. Mmh. Donc, je vais dire que quand on demande 175°, on a les 175°. On n'a pas, comme chez soi, quand on veut le faire, Oui, 160, dès le moment où on a plongé le panier de frites pendant, oui, 15 secondes et que la température redescend. oui, Dès qu'il y a 1 degré de différence, le gaz se remet en route et on passe de 174 à 176 peut-être. Il y a une oui, fluctuation peut-être d'1 degré au-dessus, en dessous, oui, oui. mais la température ne baisse pas vraiment. Alors surtout, il faut se rendre compte, je ne sais pas si vous avez déjà vu enfin, vous êtes venu en Belgique, vous avez vu un peu comment ça se passait, mais vous avez un bain de friteuse qui fait 15-20 litres et on plonge les portions par, je dirais, commande, c'est-à-dire 2 ou 3 ou 4 couverts à la fois. Mmh. Donc la quantité de frites qu'on va plonger est relativement minime par rapport Oui, au volume et par rapport à l'inertie oui. qu'il y a dans le bain de matière grasse, étant Oui, ce qui donné fait que que la température est constante, quoi. elle est constante, voilà. Oui. Tandis que quand on est chez soi, on a une friture de 3 litres et on va Mmh. plonger l'équivalent de 700-800 grammes de frites. Oui, oui, Ça oui. fait tout de Ah, suite rechuter la température, évidemment, absolument, ce qui absolument. n'arrive pas, au niveau professionnel. Donc, Oui. le professionnel qui va cuire la frite pour la deuxième fois à 175° va être à peu près à 175° tout le temps. Tandis que Mmh. quand on est chez soi, on peut demander 190° au départ, on plonge le panier de frites, là on va retomber à 160 ou à 155. Donc Mmh. je dirais que professionnellement, même 175, reste un bon compromis malgré tout. Maintenant, je vais vous dire honnêtement, je suis allé en France travailler et je vous parle d'expérience qui remonte à très longtemps, c'était dans le Midi. Je suis allé sur donc sur une kermesse, une foire populaire avec des manèges et cetera et bon, il y avait un marchand de frites, comme on dit. À l'époque, il n'avait pas d'installation qu'on va qualifier de Le professionnelle ou de professionnel, oui. réglementaire. C'était simplement ce qu'on appelle des négresses. Alors, des négresses, qu'est-ce que c'est? Ce sont des grandes bassines qui faisaient, je dirais, 7, 8, 10 litres de contenance, qui étaient sur des fourneaux libres, sous des flammes nues, hein. Oui, oui. Bon. Et je me rappelle avoir vu l'huile qui se trouvait dedans, et je peux vous dire que l'huile, elle était non pas brune, elle était noire, hein, mais réellement Ah! noire, hein, Aïe, pas aïe, brune aïe, aïe, aïe. foncée, hein, elle était noire. Oui, 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 les Et têtes quand noires. j'ai vu ça, j'ai dit: «Je n'achète pas de frites parce que, heu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va donner?» Hein, et alors j'avais vu les frites qui étaient réalisées dans ce bain de matière grasse. Il y avait toute une série de points noirs qui étaient sur les Bah oui, frites. bah Alors je oui, ne vous dis pas au niveau de la santé ce que ça pouvait donner, hein. Bon, absolument. Enfin, c'était du maintenant, c'est passé, très on est d'accord, hein, oui, c'est oui, c'était il y a très, très longtemps, oui, hein, on c'est est bien très d'accord. réglementé maintenant Mais quand même. maintenant c'est réglementé, mais Tout à à fait. l'époque on a fait n'importe quoi, Alors donc les frites maintenant, quelles sont les qualités d'une bonne frite? Parce qu'on pourrait toujours se dire: «Mais qu'est-ce qui fait qu'une frite Oui, est bonne ou n'est c'est pas quoi une bonne?» bonne c'est quoi une bonne frite? C'est une frite qui a d'abord, il y a une question de taille. Alors, Ouais, je sais que la taille est assez importante dans toute une série de domaines, mais dans celui-là en particulier, parce que si vous avez des frites qui sont trop fines, elles sont très sèches, parce que oui, la oui, oui, part la absolument. part de la croûte extérieure va être prépondérante par rapport à la quantité qu'il y a au milieu. Oui. Donc, il faut des frites qui soient à peu près comprises entre 8 millimètres et 12 millimètres de côté, hein, Mmh. parce que Un sinon ça ne va poisson pas. quoi, un petit Je considère poisson. souvent que le 1 centimètre est bon. Ouais. Hein? Pour la frite qu'on vend, disons donc dans ce qu'on appelle une baraque à frites, une friture. Mmh. Donc 1 centimètre, c'est la norme. Alors, elle doit être moelleuse à cœur, tendre et moelleuse à cœur. On doit avoir presque une purée de frites en réalité, Mmh hein, mh. purée de Mmh. pommes de terre au centre. Donc elle doit Mmh. être vraiment très, très tendre et très moelleuse et elle doit être colorée à l'extérieur sans excès. Alors colorée à l'extérieur, ça veut dire quoi? Elle doit être d'un beau jaune d'or. Si elle commence à colorer sur les arêtes, hein, sur les angles, Mmh. Mmh. ou qu'elle devient un peu brunâtre, c'est un défaut, ce n'est plus une qualité. Donc elle doit être bien dorée, mais elle doit rester, disons, d'un beau jaune doré et Mmh. non pas devenir roussâtre. Alors je ne vais pas citer son nom parce que j'ai du respect pour le personnage malgré tout, mais il y a un chef qui est un meilleur ouvrier de France, qui fait des vidéos de temps en temps, enfin régulièrement sur internet, et qui a un jour fait une vidéo avec des frites. Alors on voit la photo sur le net, hein. Mmh. Bon, je l'ai Mmh. montré à ma sœur sans dire: «Tiens, qui était le personnage?» Et elle me dit: «C'est quoi ça?» Je dis: «Ce sont des frites qui sont réalisées par un chef. Qu'est-ce que tu en penses?» Elle m'a dit: «Mais on fait des frites comme ça chez nous,
on retourne la table, on les mange pas et on passe à l'AFSCA, qui est l'organisme de contrôle de l'hygiène et de la sécurité alimentaire, parce que ce sont des frites qui n'en sont pas, Mmh. honnêtement. Honnêtement, hein. Mmh. Donc, une belle frite, elle est jaune d'or et alors légèrement salée, de toute façon, Mmh. bien chaude, croustillante. Alors, vous avez eu l'occasion de manger ce que je tiens pour être les meilleures frites du monde, hein. Nous sommes allés à Bruxelles, à l'atelier frites, les déguster. Oui. Elles étaient dorées, elles étaient moelleuses à Oui, oui. cœur, elles étaient Mmh. extraordinaires, hein. Mais alors, je vous rappelle, le secret de ces frites-là, c'est qu'elles sont cuites en 3 fois, dont une première fois, avec une cuisson à l'eau, C'est hein. ça, oui. Donc, lors d'une interview, il y a une demoiselle qui a lâché le morceau, et ce qu'elle n'aurait peut-être pas dû faire, enfin bon, elle l'a fait, donc on le sait. Il y a 3 cuissons, dont une première qui est une cuisson à l'eau, voilà. C'est Et puis il y a plus 2 c'est plus cuissons un après. c'est plus un blanchiment peut-être? C'est plus un blanchiment, voilà. Oui, oui, d'accord, OK. Alors, on parle de la frite créative? Alors la frite créative, mais là, ça permet de faire toute une série de frites avec autre chose que de la pomme de terre. Oui. Entre autres, les frites de patates douces, par exemple, qui Mmh sont mh. Mmh. également des frites, connues. Et alors, on peut aussi les réaliser en les cuisant dans autre chose que dans de l'huile. On peut, par exemple, très bien les réaliser en les cuisant au four, hein. Mmh. Alors, on peut faire des frites avec quasiment tout ce qu'on veut. On peut faire des frites avec du panais, avec de la carotte, Oui. avec plein de légumes. Bon, on peut aussi les assaisonner avec autre chose que simplement du sel. On peut les assaisonner avec des épices, et ça peut donner de très bons résultats. Mmh mh, Alors mmh. je signale qu'il y a aussi de très bonnes frites qui sont réalisées en utilisant des pommes de terre qu'on ne va pas éplucher. Alors il y a intérêt quand même Ah bah oui. à, je dirais, enlever ce qui pourrait nuire, c'est-à-dire des Oui, imperfections de la peau et les oui. yeux des pommes de terre, hein, parce Oui, que oui, les yeux des oui, pommes oui. de terre ne sont en principe pas comestibles Mais puisqu'ils là contiennent un peu plus de solanine, donc on va éviter. La solanine est un poison assez méchant malgré tout si on en ouais. consomme trop. Donc on doit quand même pré-éplucher partiellement la pomme de terre, mais ça se fait à la main, donc avec un couteau économe et on enlève que là où c'est nécessaire. Oui, Et on puis on taille les frites, avec une machine, hein, souvent ouais, c'est un ouais. un pressoir, hein, un Oui, poussoir, tout à fait, oui. avec des grilles, disons, standardisées. Et Oui. puis on garde une partie donc de la peau de la pomme de terre, ce qui n'est pas mauvais du tout, hein, C'est très bon. ce qui Mais est là, très bon. on est sur des pommes de terre nouvelles, là, Ah, Guy, nouvelle, pas forcément. non? Je dirais que, heu, pour faire de bonnes frites, il ne faut pas prendre des pommes de terre qui sont trop fraîches, de trop fraîchement récoltées. Ça, c'est ce que ma Mmh. grand-mère m'expliquait. Quand tes pommes de terre ont reposé pendant, je dirais, quelques semaines, c'est meilleur. Elles Ah sont oui, plus agréables à faire. Alors la grosse discussion, et là vous pouvez aller voir sur internet, vous verrez, qu'il y a les partisans des 2. Est-ce qu'on rince les frites après les avoir coupées ou est-ce qu'on ne surtout les pas. rince pas? Ça, c'est une Surtout discussion, pas. mais alors là, vraiment, dont on n'en sort pas. Pourquoi? Oui, Parce que ça enlève certains vont l'amidon dire si on passe sous oui, l'eau. c'est ça. Si on rince, on enlève l'amidon. Alors certains Ouais. vont dire: «Oui, mais l'amidon, il permet de donner une croustillance à la frite». Et Ah d'autres oui. vont vous dire: «Oui, mais bon, il faut mieux l'enlever, comme ça on a un autre résultat». Ça, c'est un truc duquel on ne sort pas. On n'en Oui. sort pas, on n'en sort pas. Donc attention, la frite, c'est beaucoup plus compliqué, je dirais, à faire que ce qu'on ne croit. Mmh, La mmh. faire à la perfection, oui, faire des frites, tout le monde sait en faire. Oui, oui, Mais les oui. faire à la Et perfection, faire ça a bonne. toute une série de petits trucs comme ça qui, allez, qui ont de l'importance, hein. Mmh mh, mmh. Alors il y D'accord. avait la frite familiale également. Absolument, absolument. Alors la frite familiale, ça c'est la frite qui va, comment dirais-je? C'est comme à Qui la va être faite maison, par des quoi. amateurs. Quand je dis Oui, on amateur, ce n'est pas oui. péjoratif, dans ma Absolument, bouche, oui, hein, oui, mais des oui. amateurs tout simplement, donc monsieur, madame, tout le monde qui pouvait s'inscrire et qui Tout à pouvait dire: fait. «Bon ben moi, je me sens capable de faire des frites et de concourir», donc lors de ce fameux concours mondial. À préciser que le concours mondial, je dirais entre guillemets, «n'avait de mondial que de nom», parce qu'il y avait apparemment un seul candidat ou une seule candidate, en l'occurrence, qui était belge, sur les 70 candidats totaux, hein. Mmh mh. Donc oui, c'était mondial, mais peut-être que l'année prochaine, qu'il y aura des gens qui viendront, d'un peu partout, mais c'était Oui, quand même un concours qui était franco-français malgré tout, oui, dans sa grande majorité. Et oui. puis il y a le dernier point qui est, je dirais, le concours des sauces, et ça, La c'est quand même sauce, extrêmement très important. important. C'est Oui. extrêmement important parce que les Belges ont développé toute une série de produits, annexes. Il n'y a pas que les frites, hein. Alors traditionnellement, je dirais anciennement, il y a un produit qu'on mettait gratuitement,
sur le paquet de frites sans le faire payer. Est-ce que vous savez ce que c'est? De la mayonnaise. Non, Ah, non, mais on n'est pas loin, mais ce n'est pas de la mayonnaise. ah. Béchamel? Non, 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 c'est un Non? produit qui est froid. C'est un Euh, condiment. oui, oui, j'imagine, oui. Je dis beaucoup de choses là comme ça, hein. Oui, bon, Allez, euh, avec quoi pourrait-on manger des frites? Et c'est très bon, hein. de la crème, non, 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 c'est non, pas de froid, la c'est crème, froid. non. Non, Et mais c'est un condiment, c'est un donc ça, condiment. Oui. très célèbre en France. Il y Ah, a eu rupture de stock il y a pas longtemps. euh, ben, je On se sais. battait on se battait pour en trouver, alors qu'en Belgique, on en trouvait autant qu'on voulait. Ah, je donne ma langue au chat. La moutarde, Ah, la moutarde, oui, la moutarde. oui. Oh, oui, Traditionnellement, je parle du temps passé, je ne parle pas de ce qui se oui, passe actuellement, hein. oui, oui, oui. Je parle d'il y a 30, 40, 50 ans, pour donner une idée, hein. Eh Hmm. bien, quand on commandait un paquet de frites en Belgique, qu'on ne demandait rien de particulier, on vous demandait si vous vouliez de la moutarde, on vous mettait une grosse cuillère de moutarde Oui, ici dans aussi le d'ailleurs. paquet Oui, oui, gratuitement. On ne tout à devait pas la fait. payer. Bon, Oui. maintenant, ce n'est plus le cas, hein. Ah non, maintenant ils mettent du ketchup. Alors, Oui, bon. mais je vais dire que si vous demandez de la moutarde maintenant, on va vous la faire payer. Ah Mais oui, d'accord, anciennement, on d'accord, la mettait gratuitement. d'accord, Hein, d'accord. de Ouais. même qu'on vous demande, est-ce que vous voulez qu'on sale les frites ou pas? Alors, c'est de nouveau une question de goût personnel. Il y a des Hmm, gens qui mangent leurs frites sans sel. Bon, moi, je ne hmm, saurais pas. J'estime que la hmm. frite, si elle n'est pas salée, Oui. il lui manque quelque chose. Hmm, hmm. Hein. Alors bon, la Je suis mayonnaise, d'accord. c'est évidemment la compagne indispensable de la frite. Oui. On en trouve en Belgique dans toutes les friteries. Hmm, Elle est réalisée de manière industrielle. Il y a toute une série je dirais, de maisons qui ont pignon sur rue en Belgique et qui sont des fabricants de sauces. Alors, oui. il y a la mayonnaise, il y a également le pickles, ce qu'on appelle également du piccalilli en Belgique. Ça, c'est Hmm, très populaire. hmm, Donc, c'est au départ une sauce, un condiment en fait, hein, qui nous vient d'Angleterre, mais le piccalilli belge a une recette particulière. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cornichons, du chou-fleur, des petits oignons au vinaigre, le tout baignant dans une sauce au curcuma vinaigrée hmm, et légèrement sucrée. Ça, c'est le pickles belge, le piccalilli, comme on l'appelle chez nous, hmm, qui accompagne très souvent des frites. On a également une autre sauce qui est vraiment une sauce qui est extrêmement populaire, bien que parfaitement artificielle. Quand je dis artificielle, c'est-à-dire tout à fait industrielle, c'est la sauce andalouse. ah oui. Alors, la Oui, sauce oui. Je m'en andalouse, là, rappelle. Oui, oui. Ouais. je dirais, on ne sait pas aller dans une friterie sans avoir de la sauce Oui, andalouse, hein. La oui, sauce oui. andalouse, c'est une sauce qui est rosée, Ouais. parfois avec des colorants, hein. Quand on dit rose, elle est quelquefois rose, mais un peu comme du tarama de mauvaise Hmm, qualité, hmm, vraiment rose bonbon, hmm, avec des épices, hein, bien sûr, hein, mais à base de mayonnaise. Vous avez également la sauce tartare, qui est extrêmement connue, qui est hmm. extrêmement populaire avec les frites. Personnellement, je n'aime pas, mais ça existe. Alors bon, vous avez évidemment le ketchup, bien entendu, et puis vous avez toute une série de sauces, je dirais, beaucoup plus récentes, qui ont 20, 25, 30 ans, et entre autres la sauce samouraï. Alors, c'est Hmm. de nouveau une sauce à base de mayonnaise, avec des épices exotiques et surtout particulièrement relevées, particulièrement pimentées, la sauce samouraï. Hmm. C'est une sauce qui est haute, comme on dit, hein. Hmm. Alors, vous avez également la sauce hawaïenne. Devinez ce qu'il y a dedans. De la papaye, Il y a de l'ananas. de l'ananas. Bon, enfin, en Ouais, principe, hein, ouais, sauce ouais, hawaïenne. ouais. Alors, il y a la sauce provençale, qui est une sauce que j'apprécie beaucoup, qui est une sauce qui est également relativement sucrée, euh, et qui contient du poivron rouge, du poivron vert. Personnellement, je l'aime beaucoup. Alors, Mhm. vous avez également une autre sauce, comment dirais-je, qui est assez connue, c'est la sauce maison. Alors, la sauce maison, il y a une friterie qui a pignon sur rue, qui s'appelle la friterie Antoine à Bruxelles, qui se trouve à Etterbeek. Alors, la sauce maison, ils la font comment? Ils prennent de la mayonnaise industrielle, ils ajoutent tout simplement du persil haché maison et des petits oignons au vinaigre maison. Voilà. Et ça, c'est la sauce maison de chez Antoine, mais qui est vraiment maison, mais du bout des lèvres, si je puis dire, Mhm. hein. Alors, Mhm. chaque friterie qui se respecte peut avoir une sauce maison, mais voilà. Alors, il y a D'accord. comme ça, je dirais, 25 à 30 sauces différentes qui se partagent le marché, mais la plus importante, c'est quand même la mayonnaise, bien D'accord. entendu. Alors, est-ce qu'on sait ce qu'il a fait le gagnant de cette Alors, le année-là? gagnant, ben, le gagnant, je sais pas trop. Par contre, on peut regarder le résultat, hein.
Oui, ben, de cette non, histoire-là? mais oui, on laisse les gens regarder, ça sera la Ah, on peut surprise. laisser les gens regarder Oui, oui, éventuellement oui, oui, s'ils le veulent, hein. oui, Alors, oui, tout simplement pour dire que le lauréat est français, hmm, et qu'il officie à Lille, donc dans cette ville flamande, francophone du nord de la France. ouais. On a pu le voir dans une séquence du journal télévisé dans Oui, oui, lequel j'ai hein, vu. où il a dit que sa clientèle avait quasiment doublé, Oui, depuis qu'il a été sacré, champion bah du oui, monde, bien entendu, eh et oui. qu'il avait dû engager du personnel, ben c'est très bien, Ah oui, oui, félicitations, oui, et qu'il pensait même ouvrir un deuxième établissement. Donc ça, c'est ce dont je me rappelle, parce que les affaires prospèrent évidemment, et bon, je ne doute pas un seul instant qu'il fasse des frites extraordinaires, hein, ça sans certainement. doute, une belle sauce, une belle sauce. Et Alors, alors le puisque, deuxième, c'est oui, une Belge, hein, d'après ce que ouais, nous avons lu, ouais, qui est originaire de Verviers. C'est une ville qui se trouve dans l'est du pays, à l'est de Liège. mhm, Ville que nous connaissons très bien, parce que nous y sommes allés, absolument, et qu'il y a la pâtisserie Darcy. absolument. Hein, donc je dois reparler justement de Monsieur Darcy, tiens, Ah, dans les actualités. d'accord. Donc voilà, Je le note pour pas qu'on l'oublie. oui, pour ne pas qu'on l'oublie. Donc elle est originaire de Verviers, mais elle officie à Cannes, dans le midi de la France, avec son mari, où elle a apparemment un établissement où elle vend des frites. Alors elle est deuxième du concours mondial de la frite. D'accord. Mais il n'y avait qu'une seule candidate, enfin qu'un seul candidat belge dans ce concours. C'est étonnant d'ailleurs. Ben, c'est étonnant parce que je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de publicité, qu'il n'y a pas eu suffisamment de, Bah, comment attends, dirais-je, ils en ont parlé quand même pas mal, hein. On en a parlé, mais on en a beaucoup parlé en France. On en a parlé en Belgique, Oui, hein. enfin en France, on en a beaucoup parlé, oui. Maintenant, il y a peut-être eu, je dirais, une certaine forme de snobisme des Belges, c'est possible, Peut-être. Ils ont qui été se un peu sont dit, vexés, tiens, peut-être. qu'est-ce que c'est qu'aller faire un concours de frites en Des France? Ce Français sera, qui font un voilà. concours de Oui, frites? c'est Non, ça. mais c'est Donc, il y pas a peut-être possible. eu un peu de cette histoire-là. Oui, oui, bon, on peut, tout le monde peut Peut-être, avoir je ne sais ses pas. chauvineries, hein. Bon, que Oui, veux-tu? c'est de la Hein, chose, hein, c'est un petit peu chauvin. Bon, si les Belges avaient décidé de faire le concours de la frite, évidemment, peut-être que les Français seraient venus. oui. Et oui, forcément, plus de candidats. Maintenant, il y a, non pas l'équivalent, mais il y a en tout cas un classement des meilleures friteries de Belgique chaque année, hein. Ah oui, Donc, il y a les meilleures friteries en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, hein. ouais, Ça existe également, hein. ouais. Bon, Et là, bon, on les bon. juge également sur la qualité de la frite, sur les variétés de produits qui sont proposés, parce que il n'y a pas que les sauces. Il y a les sauces d'une part, mais il y a également, je dirais, tous les accompagnements, dont les fameuses fricandelles, hein, qui sont Ah ces oui, espèces de saucisses qu'on repasse dans le bain de friture, mais dont il ne faut pas chercher à savoir quels sont les ingrédients qui absolument. les composent. Voilà. Oui, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, eh bien, nous partons. Enfin, on reste par chez nous, mais on part en Corée. Alors, on part en Corée, mais on revient à Bruxelles. Voilà. Alors, on part en Oui. Corée, on revient à Bruxelles, parce qu'il y a l'ouverture d'une chaîne de restaurants coréens Ah, c'est à carrément une chaîne. Bruxelles. Je croyais que c'était un restaurant, non? C'est une chaîne. C'est-à-dire que c'est une chaîne. Alors, je vais vous lire un petit peu ce dont je veux parler, hein. D'accord. Donc, le célèbre buffet coréen à volonté vient d'arriver à Bruxelles. Il était déjà célèbre à Londres et aux États-Unis. Alors, il s'appelle Goji, Gogi, et il Mhm. arrive pour la première fois à Bruxelles. Alors, je ne sais pas s'il est déjà installé à Paris, mais apparemment, Bruxelles est la première ville du continent européen, je dirais, autre que la Grande-Bretagne qui est insulaire, où Mhm. ils viennent s'installer. Alors, c'est un barbecue à la coréenne dans un cadre qui mêle des codes de la street food asiatique. Voilà ce que j'en lis. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toute une série bon, il y avait d'autres restaurants coréens à Bruxelles et qui faisaient déjà donc de la cuisine coréenne, mais sous forme de buffet, hein. Donc, on cite ici dans l'article que j'ai les noms des autres établissements. Et alors ici, on nous parle au menu de ce qui s'y trouve. Alors, il y a toute une série de spécialités coréennes qui sont servies au travers d'une multitude d'assiettes que l'on peut faire griller soi-même sur son barbecue de table. Alors, Mhm. il y a le traditionnel poulet frit, et alors on donne toute une série de noms, hein, et leur bibimbap, hein, mais on découvre également d'autres recettes sur-coréennes, comme le tteokbokki, qui sont des galettes de riz ultra moelleuses, ainsi que le chimchi-jeon, qui est un pancake coréen aux légumes. Et alors en dessert, on nous parle du bingsu, qui est une glace finement pilée recouverte d'un mélange de haricots rouges bouillis et qui fait parler beaucoup d'elle en ce moment. Alors, on sert également un cocktail multicolore qui effraie, dit-on, les puristes, mais qui demeure
incontestablement intrigants, dont le Goji Tower, qui propose une véritable tour de cocktail posée au milieu de la table. Et Eh d'après ce ben, que j'ai vu sur la photo, c'est un cocktail donc qui se présente sous une forme d'espèce de grand verre illuminé par en dessous. Voilà. Donc on ne d'accord. demande qu'à voir tout ça. Oui. Euh, il y a tout un article évidemment qui parle de cela. Alors, ben, quand j'irai à Bruxelles, donc ça se trouve au quai Aubric, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le centre de Bruxelles, Mm, dans mm, un des ventres de la capitale. Le quai Aubric, c'est un endroit où se trouve encore le marché aux poissons de Bruxelles. Hein. mm. C'est un endroit qui était extrêmement couru. C'était l'ancien port de la ville, qui maintenant n'est plus le port de la ville de Bruxelles parce qu'on a comblé les canaux, mais on a gardé des pièces d'eau qui servent de décor. Et toute une série de restaurants de poissons sont installés là. Eh bien, le restaurant coréen en question s'est installé donc à un endroit où, je dirais, toute une série de restaurants, essentiellement des restaurants de poissons, se sont installés. Et je ne demande qu'à aller les essayer. Donc c'est la cuisine coréenne Mm. qui débarque et qui apparemment est extrêmement connue, je dirais déjà à Londres et aux États-Unis. Donc Alors, voilà. ma petite fille, une de mes petites filles, nous a apporté l'autre jour des mets justement d'un restaurant coréen qui s'est ouvert pas très loin de chez moi. Euh, bon, Bon, voilà, oui, oui, bon. bon, oui. Oui, ben, moi j'adore la cuisine chinoise, par Oui, exemple. oui, non, mais alors Mais j'aime la bien. cuisine coréenne, je dois avouer que je ne la connais pas, donc Bon, alors oui, bah, bon, voilà. il y a différentes choses, sans doute. J'avoue que je n'ai pas sauté de joie, quoi, hein, voilà. Mais je ne demande qu'à être, On ne demande qu'à essayer, voilà. qu'à essayer, à réessayer, qu'à être conquis. Alors là, voilà, parlons d'un sujet que tu connais bien, Guy. Ce sont les crevettes grises et plus spécialement les croquettes aux crevettes grises. Ah oui, alors les croquettes aux crevettes, c'est une véritable institution en Belgique, hein. Oui, Je pense que nous en avions goûté, si vous oui, vous rappelez. oui, Quand nous sommes absolument. allés à l'atelier frites, j'ai dit, bon, ça, il faut goûter des croquettes aux Tout à crevettes. fait, oui. Euh, les crevettes grises, c'est une, comment dirais-je, une particularité de la mer du Nord et de la Manche. Ce sont des Mhm. crevettes qu'on ne trouve que là. Hein, puisque ailleurs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Méditerranée, on va trouver des crevettes roses, des crevettes bouquets plus Mhm. grosses. Mhm. Mais la crevette grise, c'est véritablement ce qu'on appelle le caviar de la mer du Nord. Donc ce sont de toutes petites crevettes qui demandent une très très importante main-d'œuvre pour les nettoyer, pour les éplucher, parce que Oui. ça se fait traditionnellement à la main. Alors Mhm. on a inventé une machine à nettoyer les crevettes. Hein. Alors je rappelle, la crevette au départ, elle est grise parce que naturellement, elle est gris blanchâtre légèrement nacrée quand on la pêche et qu'elle est vivante. On la cuit déjà sur le bateau ou éventuellement sur la plage. Et là, elle devient, disons, gris rosâtre, hein. Mhm. Mais au départ, elle est grise et elle est transparente. Alors, après ça, on doit la décortiquer. Alors, quand on la décortique à la main, on enlève la tête, on enlève, je dirais, la queue et on enlève la carapace. Et on se retrouve avec la crevette, je dirais, où il n'y a plus que la queue qui est consommée. Ça demande énormément de main-d'œuvre au point que maintenant, on envoie des camions entiers. Bon, les gros pêcheurs de crevettes grises, ce sont les Hollandais, hein, parce qu'ils ont une Mhm. côte qui est beaucoup plus longue que la côte belge, et donc forcément, ils ont une potentialité de pêche beaucoup plus importante. Donc, on envoie, je dirais, des camions entiers de crevettes jusqu'au Maroc, camions Oui. réfrigérés bien entendu. Oui. Là, les crevettes arrivent dans des usines où des centaines, je ne sais pas, des milliers d'ouvrières passent leur journée à décortiquer les crevettes. Ensuite, on les arrose avec des produits conservateurs, parce qu'il faut maintenant que les crevettes remontent, qu'elles soient reconditionnées et qu'elles soient mises en vente. Donc, Oui. Oui. voilà, ça, ce sont les crevettes, on va dire, entre guillemets, industrielles. Et puis, vous avez la véritable crevette authentique qui est épluchée à la main, encore en Belgique, je dirais, par des dames qui sont très rapides pour le faire et qui ne font que ça. Alors, vous voyez, certains restaurants, il est indiqué, que ce soit pour des tomates aux crevettes ou des croquettes aux crevettes, épluchées main. Mais ça Oui. coûte très cher, évidemment. Le Oui. kilo de crevettes épluché main est bien Oui. sûr beaucoup plus cher que le kilo de crevettes qui est épluché, je dirais, par de la main-d'œuvre bon marché Mhm. et qui revient donc du Maroc. Et puis on a inventé une machine. Le seul inconvénient, c'est que la machine a un taux de déchet, si je peux dire, de 10%. Donc Ouais. il y a 10% du poids des crevettes qui est perdu
parce que la machine, évidemment, ben, c'est une machine et elle abîme certaines crevettes, donc il y a Oui, 10% de perte. Voilà, ça ouais, c'est la ouais. norme hein, que j'avais lue. Donc là, ça coûte moins cher, mais faut Mmh. ajouter 10% de crevettes qui sont perdues. Mmh. Alors, la Mmh. croquette aux crevettes, c'est une véritable institution, à la fois sur toute la côte belge, en Flandre, Flandre occidentale, Flandre orientale, donc le long de la côte et en revenant vers Bruxelles, et à Bruxelles également, tous les restaurants, disons, de type brasserie, voire gastronomique, proposent la fameuse croquette aux crevettes. Mmh. Alors, le concours qui a lieu presque chaque année, je dis presque parce qu'on a eu le Covid entre-temps, hein, mais qui a Oui, lieu en principe chaque année, on a sa 4e édition, et pour la 2e année consécutive, si je me souviens bien, c'est la brasserie Georges qui a remporté le fameux concours de la oui, meilleure croquette aux crevettes. Et c'est oui, un peu au niveau de Bruxelles l'équivalent du concours de l'œuf mayonnaise à Paris, hein, oui, si ce n'est qu'on n'est pas dans le même registre. Ici, on est dans un plat chaud, l'œuf mayonnaise est un plat froid, qui certes a du cuir, mais qui est servi froid. La croquette aux crevettes suscite les mêmes, je dirais, les mêmes, comment j'expliquerai, les mêmes attentes et le même engouement. C'est ouais. vraiment, vraiment une institution au point que il y a tout un jury qui est composé, je n'en fais pas partie, je le dis tout de suite, hein, et qui est destiné, bon, qui est à la fois composé de professionnels, mais qui est également composé de journalistes gastronomiques, etc. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire la croquette aux crevettes, et je vais vous expliquer quelques manières de faire. Au départ, c'est une sauce. Alors les ménagères, quand on consulte un livre de cuisine tout à fait ménagère, on va vous dire, vous faites une béchamel, hein, vous l'assaisonnez, sel, poivre, un peu de muscade, vous mettez des crevettes grises décortiquées. Comme c'est une béchamel épaisse, elle va prendre, quand c'est refroidi, vous faites des crevettes en forme de gros bouchons que vous allez paner dans un mélange, d'abord farine, ensuite anglaise, c'est-à-dire du blanc d'œuf qui est légèrement battu avec un peu de sel et un petit trait d'huile. On pourrait mettre de l'œuf entier, mais souvent on fait ça avec du blanc d'œuf. Et puis de la chapelure. Bon, ça c'est pour la ménagère. Le professionnel ne fait pas comme ça. Le professionnel, il va faire un bouillon de crevettes. Donc, il va Mmh. utiliser les carapaces des crevettes pour faire un petit fond, hein, Mmh. en Mmh. mettant avec ces carapaces un peu de céleri, un peu d'oignon, éventuellement un peu de carotte, un bouquet garni, un peu de vin blanc. Il va cuire donc les carapaces pendant 20-25 minutes, pas plus parce que sinon ça va donner un mauvais goût. Oui, Il va ensuite filtrer le bouillon, hein, ou le mixer et puis le filtrer. Et il va utiliser ce bouillon de base pour réaliser un velouté épais qu'il va pouvoir agrémenter éventuellement de jaune d'œuf et de crème et dans lequel il mettra les crevettes. Voilà. Bien sûr, c'est lié au roux pour donner la consistance. Maintenant, il y a plusieurs manières de faire. On part du velouté, mais on peut par exemple le fromager ou pas. On peut ajouter cette fameuse bonification jaune de crème ou pas. mmh. On peut également le bisquer. Ah Alors le oui, bisquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit on ajoute un tout petit peu de bisque, soit on mettra dès le départ dans le bouillon un petit peu de concentré de tomate pour donner à la fois un peu la couleur et le goût tomaté comme on a avec une bisque de homard, mais si ce n'est que c'est d'accord. ici une bisque de crevette. Donc vous avez, alors on pourrait éventuellement même décider de fromager ou pas, je dirais, la base bisquée. Donc vous voyez un petit peu le nombre de variétés qu'on peut avoir, hein. Ah oui, tout à Donc fait. ça fait déjà au moins 4 variétés. Oui, Bisqué ou non bisqué, fromagé ou non fromagé, et ça n'en fait déjà que 4, mais ça en fait 4 quand même. Et oui. alors, de nouveau, la grosse guerre, c'est est-ce que les authentiques croquettes aux crevettes sont bisquées ou pas? Est-ce qu'elles sont fromagées ou pas? Alors ça, c'est de nouveau une discussion d'experts, hein. Moi, j'aime bien. Alors, je vais vous dire que je ne saurais pas me prononcer parce que j'aime bien les deux. J'aime bien la version bisquée comme j'aime bien la version non bisquée, tout simplement. Les puristes vous diront qu'on ne met pas de fromage. Ça, je pourrais encore admettre qu'on ne mette pas de fromage, étant donné que c'est une croquette aux crevettes et pas une croquette au fromage. Parce que l'autre grande croquette qu'on va trouver dans tous les restaurants, c'est ce qu'on appelle le fondu au fromage. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le fondu au fromage, mais c'est une croquette au fromage Bah qui oui, est en fait une sauce mornay épaisse, donc ouais, une ouais. béchamel Avec un fortement œuf. fromagée, Ouais, avec une bonification jaune de crème qu'on va de ouais. nouveau laisser figer, qu'on va de nouveau tailler. Alors la taille est différente. La croquette aux crevettes, c'est une espèce de gros bouchon cylindrique, tandis que la croquette au fromage, c'est un parallélogramme, hein, Ouais, ouais. un parallèle des pipettes plutôt, pour le dire autrement. Donc Mmh. c'est soit carré, soit rectangulaire, mais c'est avec des arêtes. Des arêtes, c'est-à-dire en réalité donc des
je dirais des angles, hein, c'est ça que j'ai voulu dire, hein, quand je dis des arêtes, ce sont des angles. Mhm. Alors, dans les restaurants, vous trouvez les deux préparations. Comptez que la croquette aux crevettes va coûter aux environs un prix moyen et basique de 18 € pour 2 pièces. Oui, Tandis que la croquette au fromage, qui elle contient à la fois, je dirais, un fromage de type comté, de type gruyère, de type emmental, plus du parmesan, hein, un peu de parmesan, va plutôt se vendre aux environs de 16 € pour 2 pièces. mhm. Et alors, vous avez la préparation mixte qui consiste à servir au client à la fois une croquette au fromage et une croquette aux crevettes, et qui, elle, va se vendre à 17 €, le prix entre les deux, tout simplement. Mhm. Alors Mhm. ça, c'est un prix indicatif, hein, parce que si vous allez consommer une croquette aux crevettes dans un établissement très gastronomique, vous ne payerez pas 18 €, hein, vous payerez Oui, dans les 20 € pour les 2 pièces. Hein. oui, 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 oui. Alors, Mhm. ben, le concours, il a eu lieu parce que, bon, on a jugé évidemment de la qualité. Je trouve personnellement qu'on aurait dû avoir plusieurs catégories. Au minimum, bisquets et non bisquets. Alors, actuellement, Oui, il ne faut qu'une seule catégorie, mais c'est un peu comme si on devait comparer des pommes et des poires. oui. Hein. On compare deux fruits, hein, mais c'est pas exactement les mêmes. Donc ici, je trouve qu'on devrait faire deux catégories, une catégorie bisquet, une catégorie non bisquet. Mais bon, voilà. Autant vous dire que celui qui a gagné, l'établissement qui gagne le concours de la meilleure croquette aux crevettes, bon, il est sûr de faire le plein en clientèle Oui. et de vendre des croquettes aux crevettes pendant un an sans discontinuer, parce que Ouais, bon, c'est ouais, quand même une référence. Hein. Alors, quelles absolument. sont les qualités d'une belle croquette aux crevettes? Parce que ça aussi, elle doit être moelleuse à l'intérieur. Alors, on va discuter du fait est-ce qu'elle doit être coulante ou pas. Ça, Ah. c'est une première chose dont on Mhm. discute. Mhm. Il faut qu'il y ait suffisamment de crevettes, parce que bon, avoir une croquette dans laquelle il y a 4-5 crevettes par croquette, c'est pas bon, c'est pas suffisant. Donc, il faut qu'il y Ouais. ait suffisamment de crevettes. Il faut qu'elle soit bien assaisonnée, qu'elle ait bon goût, qu'il y ait suffisamment de sel, suffisamment de poivre. On va discuter, tiens, est-ce qu'on met de la noix de muscade ou pas? Non, on n'en met pas parce que ce n'est pas un fondu au fromage. Mais enfin, bon, si on en met un petit peu et que c'est imperceptible, voilà. Donc, l'assaisonnement. La chaleur à l'intérieur, parce que ce qui arrive souvent, c'est que les croquettes aux crevettes sont réalisées et puis sont mises au congélateur. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de manger au restaurant des croquettes aux crevettes, dont le milieu était encore éventuellement froid, mais même quelquefois encore avec un tout petit trait de congélation au milieu, ce qui ne va Mhm. absolument pas. Donc elle doit Ah, être tout à fait chaude à cœur. oui, quand Elle même. doit également être croustillante à l'extérieur avec une belle couleur dorée, hein, parce que pas question d'être brûlée, pas question de. Et alors surtout, je vais employer un terme vulgaire mais qui est un terme technique, elle ne doit pas chier en friture. Ça veut dire quoi? Elle ne Ça veut veut dire qu'elle doit pas. être suffisamment bien panée que pour ne pas Oui, se trouer et pour ne pas se oui, vider à la friteuse. c'est ça. Ouais. Alors, il y a une astuce évidemment, c'est de la paner à deux reprises, une première fois et Ah puis on oui, repanne une deuxième fois. Mais oui, le seul désavantage, c'est que là, on s'assure d'une croûte suffisamment solide à toute épreuve. Le problème étant, c'est que la croûte est souvent très épaisse et donc moins agréable à manger. Donc, oui, oui. il faut ne paner qu'une seule fois tout en panant correctement de manière à ne pas avoir de fuite. Donc, c'est beaucoup plus technique à réaliser et beaucoup plus difficile que ce qu'on ne croit. Mhm. Attention, hein. La Mhm. croquette aux crevettes, ça a l'air tout simple comme ça, mais dans la réalité, dans le côté pratique, il y a quand même toute une série de choses à respecter pour les faire correctement. Et Mhm. alors, ne pas oublier qu'une croquette aux crevettes, elle se sert avec du persil frit. Alors, je ne sais pas si c'est une habitude en France Non, de consommer du persil frit. non, non, non. Non, hein. On prend du persil frisé, qu'on va bien sûr laver correctement, qu'on va surtout sécher ultra, parce que Ah quand ben on oui. plonge du persil, même quand il est bien séché dans un bain de friteuse à 180 degrés, Oui, autant vous dire que l'huile, elle monte au plafond, hein. oui, oui. Donc on a intérêt, je Y dirais, à aller bien sécher doucement. son persil, hein, Oui, oui, à oui. l'essorer et à le sécher. Ouais. On va saler légèrement le persil. Alors toute l'astuce consiste à frire le persil tout en le gardant bien vert, parce que quand on le Mhm. laisse un peu trop longtemps, il devient gris puis il devient noir. Oui, Donc noirci. on doit passer le persil en friture, mais il doit rester vert tout en étant croustillant et Mhm, sec, mhm, hein. mhm, Et mhm. puis on met un quartier de citron. Alors certains restaurateurs ajoutent une petite crudité au-dessus des tomates aux crevettes. Quand je dis au-dessus, sur l'assiette, hein, pas sur les croquettes elles-mêmes, hein, petite crudité. Et ils mettent parfois encore une grosse pincée de crevettes grises non décortiquées, pardon, à côté, pour qu'on puisse, je dirais, quand on mange la croquette, tremper la croquette dans les crevettes qu'on a mis en plus. Et alors, on doit servir avec ça un petit quartier de citron. Alors, un détail qui a son importance, mais que les restaurateurs ne respectent pas toujours,
c'est que le quartier de citron, il doit être dépourvu de pépins. Parce Ah qu'il n'y a oui. rien de plus désagréable que quand on prend le quartier pour le presser sur les croquettes, on ait des pépins qui s'en échappent et qui arrivent dans votre assiette. Mais il y a toute une série de détails comme ça qui sont importants, Mhm, mhm. qui ont l'air anodins, mais qui sont importants pour que la croquette aux crevettes soit une réussite ou pas, tout Ou pas. simplement. Très bien. Alors, Guy, maintenant, tu voulais nous donner une autre information qui concerne Jean-Philippe Darcy, que nous connaissons bien, puisque nous avons Oui, fait un très bel épisode avec lui. Alors, que voulais-tu nous dire sur Jean-Philippe alors je Darcy? voulais dire que j'ai écouté ce samedi qui vient donc de se passer, euh, un épisode, une émission qui se produit, qui a lieu sur la première chaîne de la RTBF, Ouais, qui est une émission sur la gastronomie qui a lieu de 11 heures à midi tous les samedis. Et d'accord. il y avait donc toute une série de pâtissiers qui étaient invités, dont Jean-Philippe Darcy et Mhm, dont Pierre Marcolini, mhm. qui est le champion du monde de 1995, meilleur pâtissier du monde à Lyon, Ouais. donc à ce moment-là. Et alors Jean-Philippe Darcy a été désigné comme étant le coach de l'équipe de Belgique pour les futurs, je dirais les futurs candidats pâtissiers. Il y a d'abord une éliminatoire européenne et ensuite il y aura à Lyon, donc en 2024 ou en 2025, ça je ne sais plus, il y aura donc la finale mondiale Ah, où les champions éventuels du monde, d'Europe, pardon, concourront face aux autres champions du monde, donc d'Asie, d'Amérique, etc. d'accord. Donc, Donc championnat du monde de pâtisserie. de pâtisserie qui a lieu au moment du Bocuse d'Or, donc lors Ah oui, de la oui, foire de oui. Lyon qui a lieu, je crois que c'est en janvier, hein, Le Syrah, oui, le d'accord. CIRA, voilà. Mais je ne Ok. sais pas si c'est en 2024 ou en 2025, parce que j'ai entendu parler des deux dates. Alors, est-ce qu'il y aurait le championnat du monde, le championnat d'Europe en 2024 et ensuite le championnat du monde en 2025? Ah oui, Il est oui. possible que ça n'ait pas lieu chaque année au niveau championnat du monde, que Hmm. ça n'ait lieu que tous les 2 ans. Ok. Donc Oui, oui, ici, bon, je me rends compte que je vous enverrai l'article, que la Belgique a été absente depuis 4 ans, mais qu'elle hmm. revient donc dans la compétition Avec Jean-Philippe Darcy. avec Jean-Philippe Darcy comme coach, hein. Évidemment, ce n'est pas lui Hmm, oui, oui, bien sûr. disons, Ouais, qui va travailler, mais il va être le coach de l'équipe. Alors oui. il y a, je rappelle, trois grandes disciplines, hein. Il y a des entremets à l'assiette, il y a une pièce montée en sucre, et il y a, je pense également une pièce en chocolat. Donc ça nous permet, enfin ça nous promet de belles De réalisations, belles parce que bon, joutes. Oui, oui, oui. Jean-Philippe Darcy est quand même Ah je oui, c'est une dirais, pointure. une fameuse pointure là-dedans, Oui. mais ne nous y trompons pas, comme j'ai entendu qu'il expliquait lors de cette émission, certains pays, je dirais, mettent des moyens que nous ne mettons pas. Je m'explique. Il citait les États-Unis, par exemple, en disant, il y a des gens qui, aux États-Unis, font ça, font la préparation du concours jour et nuit, enfin jour et nuit, en tout cas à temps plein, pendant 2 ans. Or, Hmm. ici en Belgique, souvent, ce sont je dirais des pâtissiers qui ont Hmm. déjà un magasin, donc Des qui professeurs. travaillent Oui, et qui oui. ne peuvent, je dirais, s'adonner à leur concours que en travaillant, je dirais, pendant leur jour de fermeture, par exemple, hein. Mhm, Donc mhm, on n'a pas les mêmes moyens que mhm, certains pays qui mettent mhm, vraiment le paquet. mhm. Donc voilà, c'est un petit peu inégal, mais d'un autre côté, bon, c'est comme Ben oui, ça. c'est comme ça, hein. C'est comme Ok. ça. Mais enfin bon, on peut supposer qu'un pays comme les États-Unis, qui a 300 millions d'habitants, a des moyens différents par rapport à un pays qui n'en a que 10 millions, par exemple, hein. Donc, Oui, oui, oui. hein, c'est pas la même chose. Tout à fait. Alors, je ne peux que recommander à nos chers amis qui n'auraient pas écouté notre épisode que l'on a fait, Guy, avec Jean-Philippe Darcy. Alors, j'ai plus le numéro, ça doit être dans les 46 ou quelque chose comme ça. Chers amis, allez voir pour écouter cet épisode un peu extraordinaire qui est l'interview de Jean-Philippe Darcy où il nous raconte absolument tout de son parcours. Eh bien, Guy, merci beaucoup pour cet épisode extrêmement dense, Ah comme ben d'habitude. l'actualité ici ne nous a pas lâché d'une semelle, hein. Absolument. Et donc, nous, la semaine prochaine, nous avons un autre épisode un peu extraordinaire puisque un de nos auditeurs nous a envoyé une assiette qu'il a réalisée, qui est derrière moi d'ailleurs,
et il nous a Mais est-ce que ce n'est demandé. pas plutôt des assiettes qu'il a mangées quand il est venu dans un restaurant à Oui, tu Namur? as raison, tu as raison, tu as raison. Je dis Voilà. des bêtises. Tout Et à alors fait. il nous a demandé si on pouvait les commenter. Donc, ce Voilà, sera avec voilà. Donc plaisir le que prochain je épisode, commanderai les assiettes. tout à fait, le prochain épisode, et Guy nous explique ce qu'il y a dans ces assiettes. Guy, merci. Eh bien, à très bientôt pour À très bientôt, Claude. cet épisode extraordinaire sur le fait que tu vas commenter ces assiettes. À très bientôt. Guy, bonsoir et chers amis, bonsoir. À bientôt. À bientôt.